Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine Nec Plus Ultra. À quelques jours de la Saint-Valentin, on s'amuse à jouer la carte du romantisme et nous faisons un clin d'œil à la culture chinoise. Comment? Voici le sommaire. On se pique de l'année du serpent. Un amour de dîner pour la Saint-Valentin. Rencontre avec un amoureux de bijoux anciens. Dans l'horoscope chinois, 2013 est l'année du serpent, une symbolique positive ou négative selon les cultures du monde. Nous avons voulu en savoir plus en interrogeant des spécialistes, mais rassurez-vous, nos serpents à nous ne font que des piqûres de bonheur. Certains serpents vivent dans des rivières de diamants, qu'on se rassure, ils ne sont dangereux que pour le porte-monnaie. La bestiole fascine et inspire de nombreux créateurs. 2013 sera même son année selon l'horoscope chinois. Cette année, c'est l'année du serpent d'eau. C'est le 6e animal du cycle du serpent et nous avons 12 animaux. En Occident, on considère le serpent avec beaucoup de suspicion, surtout depuis l'affaire de la pomme d'Adam, qui nous a fait perdre le paradis quand même. Et nous n'aimons pas être traités de serpent. Par contre, pour les Asiatiques, le serpent a beaucoup de sagesse. Et il y a même un dicton qui dit que si vous avez un serpent chez vous, si vous hébergez quelqu'un du signe du serpent, vous ne serez jamais pauvre. Comme les serpents sont également très habiles et très malins, il est possible que ce soit eux à l'origine de ce bruit. Mais en fin de compte, on pense que si le serpent est si vénéré en Chine et dans les autres pays limitrophes, c'est qu'il y avait un ancien culte du serpent et qu'il subsiste encore d'autres temples du serpent. On le disait sournois, mais le serpent a en réalité des qualités. Souvent, le serpent est très élégant, avec une pointe d'originalité d'ailleurs, mais toujours chic. Le serpent aime séduire, une certaine Ève en sait quelque chose. Généralement, on ne cherche pas à séduire un homme ou une femme du serpent. C'est eux qui cherchent à nous séduire, c'est eux qui vont nous envelopper, un peu à la manière du serpent d'ailleurs, et ils vont tellement nous envelopper que petit à petit, nous risquons de perdre nos amis et même de ne plus voir notre famille, parce qu'ils sont aussi quelquefois un peu jaloux, très jaloux, allant jusqu'à la possessivité. Alors on ne va pas trop s'en plaindre parce que dans le privé, ils sont des amoureux très ardents. Donc on va un petit peu se laisser empêtrer par tout ça. Et ça ne nous gênera pas trop jusqu'au moment où on se sentira vraiment trop pris à la gorge. Et à ce moment-là, il sera trop tard. Une morsure d'amour qui sera fatale, mais tout n'ira pas si mal en 2013. Son élément principal, c'est le feu yang du soleil. Et tel le soleil, quand le soleil va disparaître la nuit, il revient le jour. Donc le serpent va toujours penser que s'il a des problèmes, c'est provisoire. Il va toujours revenir sur le devant de la scène. Jackie Kennedy est tout à fait l'exemple type du serpent. Très intelligente, ayant eu beaucoup de problèmes dans sa vie, mais ayant toujours su remonter à la surface, ne connaissant pas vraiment grand-chose au point de vue de la gestion de l'argent, assez dépensière, et réussissant toujours à le faire, et très belle, très mystérieuse. Si 2012 a été agité par le signe du dragon, 2013 devrait être une année plus sereine, enfin, on l'espère. Les prédictions sont toujours très compliquées. Alors, en se basant uniquement sur l'année du serpent, on va penser que ce qui sera favorisé, puisque c'est le feu du soleil, comme on l'a dit, le feu yang, donc seront favorisés les restaurants. Donc les chefs vont continuer encore à briller de tout leur feu. Et ce qui concerne aussi l'aviation, donc vendons de plus en plus d'avions. Ce qui va aussi réussir, c'est tout ce qui concerne la métaphysique. La métaphysique chinoise, par exemple, le feng shui, c'est du feu.
Donc on va se tourner de plus en plus vers peut-être l'astrologie chinoise qu'on appelle les Bazi, ce dont on est en train de parler maintenant, et puis aussi le Feng Shui. Si on persiflait, on pourrait dire que cette dame est jugée partie. Nous, on prédit une bonne année pour les marques de luxe. Elles ont décidé de miser sur le serpent, un animal qui devrait séduire les clients chinois de plus en plus nombreux. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien la Saint-Valentin. C'est une petite fête qui donne aux timides l'occasion de se déclarer commercial, oui. Et alors, c'est un remède contre la crise. Et puis, ça peut être aussi l'occasion de mettre une jolie table, par exemple, ou de profiter de cette occasion pour déguster du caviar. Le caviar, le saviez-vous, est passé en progression de 500 kilos à 2 tonnes par an en moins de 10 ans. Pour séduire son Valentin ou sa Valentine, rien de tel que de mettre les petits plats dans les grands. Pour briller, on mise sur l'or noir et cette recette très originale de caviar. Du bon et du beau. La décoration de la table est signée de l'artiste Joy de Rohan-Chabot, mais on retourne d'abord en cuisine. On fait très attention aux espèces d'esturgeons. On va travailler les espèces endémiques comme des ossiètres comme on retrouve dans la Caspienne, plutôt que travailler sur des hybrides. Pareil pour le beluga, on travaille sur de l'ouzo, c'est-à-dire le vrai beluga qu'on retrouve encore une fois dans la Caspienne. Et c'est ce qui fait vraiment la différence, c'est de plutôt réfléchir en termes d'espèces d'esturgeons. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années maintenant, il n'y a plus d'autorisation d'exportation de caviar sauvage. Et donc, au fur et à mesure des années, s'est développé un grand nombre d'élevages où avant, la France était principalement représentée dans cette production de caviar, mais depuis peu, beaucoup de pays se mettent à la production de caviar. Bulgarie, États-Unis et même Chine, l'élevage d'esturgeons s'est répandu d'un bout à l'autre du globe. Le caviar reste quand même un produit rare et donc cher. On l'associe ici avec des huîtres et une mousse légère. Pour notre recette pousse caviar, vous avez besoin de 6 huîtres pousse en clair. Pourquoi des pousses en clair? Parce que ce sont des huîtres très charnues et très douces à la fois. Donc qui vont le caviar va faire écho à la douceur de ces huîtres. Elles ne vont pas être trop iodées. Vous avez besoin également évidemment de caviar, 30 g de caviar. Un petit peu d'agar-agar pour l'espuma d'eau de mer et un peu de crème fleurette. En matériel, 2 ardoises pour dresser, un siphon que vous pouvez placer au préalable au congélateur pour qu'il soit bien glacé pour rafraîchir la préparation, et puis un petit peu de gros sel préalablement humidifié pour bien maintenir les huîtres sur les ardoises. Ici, uniquement des produits de qualité. Il est très important d'utiliser des huîtres extra fraîches pour qu'on puisse récupérer un maximum de jus. Il servira à fabriquer la mousse. Dans cette eau de mer pure, on va ajouter à froid de l'agar-agar. Donc il faut compter, pour 6 huîtres, on a environ 50 g de liquide. Il faut compter 2 pointes de couteau d'agar-agar. On va délayer à froid et porter à frémissement et laisser frémir 1 minute. Et c'est lors du refroidissement que le liquide aura une consistance légèrement sirupeuse et c'est à ce moment-là qu'on pourra le foisonner au siphon. On ajoute la crème au mélange et on verse le tout dans le siphon avec le gaz. Au bout d'1 heure, on récupère donc notre siphon qui est bien frais et on va pouvoir commencer le dressage de nos huîtres. Donc un petit peu de gros sel humidifié permettront de maintenir les huîtres bien en place. Une assiette de la mer joliment dressée. Chaque huître est garnie d'une mousse à l'eau de mer. Et voici la touche finale. Une bonne cuillère de caviar sur chaque huître.
environ 5 grammes. L'huître aurait même des vertus aphrodisiaques. Cette entrée est donc idéale pour la Saint-Valentin. Il est rose comme l'amour, le saumon a aussi tout bon. Assortiment de saumons rares, les saumons sauvages, des cœurs de filet, des saumons exclusifs qu'on prépare chaque année, des taramas artisanales très corsées en œufs de cabillaud. Voilà, c'est une alternative pour la Saint-Valentin. Ces plats devraient pimenter les dîners en amoureux. Pour que la soirée soit parfaite, voici une table de fête, une décoration très naturelle imaginée par Joy de Rohan-Chabot. Artiste touche à tout, elle découpe le métal, pose la laque, peint sur le verre, dore à la feuille et met la table. Symbole de l'amour, les roses ornent les assiettes, de délicats motifs peints à la main par l'artiste elle-même. Avec les oiseaux et les animaux, la table prend des airs de jardin enchanté. Il ne reste plus qu'à profiter de la soirée. Une fête d'amoureux sans diamants, bien sûr, mais avec, c'est tellement mieux. Et ça n'est pas l'antiquaire Martin Dudafroy qui me contredira à rencontre. Ils ont été portés par des reines, des princesses ou des stars. Ces bijoux, vieux de plusieurs années, ont tous une histoire. L'antiquaire Jean-Luc Martin Dudafroy possède une véritable caverne d'Ali Baba. Cet expert reconnu a fait son apprentissage auprès de François Curiel, un pivot du marché de l'art. C'est en 1977 qu'il fonde sa propre galerie, une affaire familiale. Moi, j'ai un faible pour les bijoux historiques, qui, en plus de leur beauté, ont une histoire. Parmi les têtes d'affiche de nos bijoux anciens, nous avons la broche de Lalique, qui était inédite pendant plus de 100 ans, puisqu'elle était vendue par la famille dont les grands-parents l'avaient fait faire à l'occasion d'un mariage vers 1900. Et il se trouve que cette broche est ressortie sur le marché en juillet dernier, où nous avons pu l'acquérir. Mais le dessous est aussi soigné que le dessus. Les mises à jour, là, pour le plique à jour et pour les diamants, sont absolument parfaites. C'est plus de l'artisanat, c'est de l'art. Vraiment, c'est de l'art. C'est un objet d'art, ça. En or jaune serti de diamants, le prix de cette broche s'envole. Et donc, elle représente magnifiquement dans nos vitrines la période de l'Art Nouveau. Elle illustre parfaitement le talent de Lalique, qui arrivait à faire de pures merveilles avec pas grand-chose sur le plan des pierres et sur le plan des matériaux, mais énormément de choses sur le plan de l'esprit et de la création. Le marché des bijoux anciens est très restreint. La plupart des acheteurs sont étrangers. Il faut bien dire que nous sommes antiquaires en bijoux, c'est-à-dire que nous nous occupons de pierres précieuses et de bijoux anciens. Et comme je dis toujours, des bijoux anciens, si possible, importants. Non pas que les petits bijoux anciens n'aient pas d'intérêt, mais enfin, il faut bien se cantonner à un certain secteur, et tant qu'à faire, autant s'intéresser aux pièces majeures. Voilà ce que nous cherchons, voilà ce que nous proposons, voilà ce qui nous sert, si vous voulez, de fil conducteur pour cette activité qui maintenant, pour moi-même, a presque 40 ans. Depuis 2008, c'est son fils Cyril qui dirige la galerie. Voici une de leurs plus belles pièces, un diadème datant de 1920. La pierre principale fait 9 carats. Elle est entourée de 1000 autres diamants. Ces deux pierres ont appartenu à une famille royale d'Europe, des bijoux exceptionnels. Les vieux tailleurs de pierre se fiaient beaucoup à leur instinct et à leur œil, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Mais cet instinct et cet œil sont guidés par des notions techniques qui aujourd'hui, autrefois, n'étaient pas connues. Donc c'était entièrement intuitif, et peut-être était-ce aussi par rapport à la forme du brut, une façon de donner la pierre la plus belle, de tailler la pierre la plus belle d'après la forme très particulière d'un diamant brut.
C'est souvent ça aussi qui conduisait la main des lapidaires et des tailleurs de l'époque. Ces pierres anciennes étaient d'une grande pureté. On ne connaissait à l'époque aucune technique destinée à améliorer les pierres. Elles sont donc complètement nature, complètement vraies, complètement parfaites parfois. Le travail de la nature ayant été poussé à son point de perfection. Et c'est ça que je recherche, et c'est ça que les vrais grands collectionneurs recherchent. Ce métier nécessite beaucoup de connaissances et un tout petit peu de chance. Notre seul véritable guide, c'est l'heureux hasard des rencontres. Et ces rencontres sont celles de collectionneurs, sont celles de familles, sont celles de femmes élégantes qui veulent changer de bijoux. Et puis aussi, nous prospectons dans toutes les ventes publiques et parfois même, tout simplement, chez nos collègues. Parce que c'est assez agréable d'acheter des objets à des confrères. Chacun a son goût et parfois, nous trouvons chez des confrères des choses qui conviennent parfaitement à notre goût et qui sont moins dans leur spécialité. Cette année, la sélection de la galerie a été plus que sévère. Au lieu de 300 pièces habituelles, elle n'en a dévoilé que 80 à la Biennale des Antiquaires, le nec plus ultra des bijoux anciens. Certains connaîtront même une deuxième vie. Et les vraies grandes maisons aussi, d'ailleurs, parce qu'on recrée parfois des bijoux modernes avec ces pierres-là. C'est un circuit permanent. Donc c'est intéressant d'être un des chasseurs, un des découvreurs de trésors. Nous n'allons pas au fond des mines, nous allons au fond des coffres, mais sans effraction. On nous les ouvre, on nous appelle parfois pour en faire l'inventaire et l'estimation. Et c'est comme ça, c'est une suite de hasards qui nous met sur la piste de belles choses. C'est une chasse incessante, fatigante, mais je le répète, passionnante. Pour lui, c'est un des plus beaux métiers du monde. En plus des bijoux, l'antiquaire expose aussi des meubles et de précieuses boîtes pour les ranger. Un plus pour des clientes qui deviennent de plus en plus exigeantes. Les femmes sont de plus en plus connaisseuses. Et je crois que ce qui les a attirées, c'est la qualité réelle de certaines pierres. L'exploitation des mines a d'abord favorisé les plus belles pierres. Il y a des femmes collectionneuses et des femmes qui connaissent vraiment les pierres pour les pierres ou les bijoux pour la qualité de leur fabrication, de leur signature. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce ne sont pas forcément les choses les plus spectaculaires et les plus importantes apparemment qui recueillent les suffrages de mes clientes averties. Les collectionneurs privilégient l'histoire des pièces à leur technicité. C'est aussi ce qui distingue l'antiquaire du joaillier. Je préfère dire que je suis antiquaire plutôt que je suis joaillier, parce qu'on s'attend d'un joaillier qu'il fabrique, ce qui n'est pas du tout mon cas. On ne crée rien, je dirais on met en valeur des bijoux anciens, on retrouve des bijoux anciens. Une histoire précieuse qui a un prix. On garde en mémoire ces images brillantes, ça fait rêver. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde, sur tv5mondeplus.com ou sur notre page Facebook. En attendant, voici notre coup de cœur, un coup de cœur de circonstance, évidemment. Au revoir. Pour prouver à l'être aimé que notre amour est pur, c'est cœur en cristal de Baccarat. On a décidément le cœur sur la main et sur le pull grâce à Lucien Pelafinet. C'est un amour de sac que Dior nous propose. Lanvin préfère dire « je t'aime » avec des strass et des fleurs sur un t-shirt. Pour lui demander sa main, de précieux boutons de manchette signés Lorenz Baumer. L'amour est aussi fragile que cette porcelaine. La marque Ligne Blanche a aussi imaginé ses boîtes aux couleurs d'Andy Warhol et de Keith Haring. Quand on aime, on ne compte pas. Ce dicton semble fait pour cette montre Piaget, un bijou serti de plus de 130 diamants en forme de lettre d'amour.
Renaud Pellegrino a à cœur de faire plaisir aux femmes, ces choses faites avec cette délicate pochette. Enfin, les inséparables de Cartier font rimer amour avec toujours.